Place au parti pris, nous rejoignent Abdou Chalmani pour l'International, Ruth Elkrief pour la politique et François Langlais pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth. Vous nous dites 1er mai, muguet, défilé et fiasco. Complet. Vous revenez sur cette affaire fiasco complet du travail, le jour de la fête du travail. Alors, rappelons la loi. Aujourd'hui, les boulangers et les fleuristes ont le droit de travailler le 1er mai, à condition qu'ils n'emploient pas de salariés. C'est-à-dire qu'ils soient patrons de leur boulangerie ou de leur boutique de fleuriste, ou qu'ils vendent du muguet dans les rues. Ils n'ont pas le droit d'employer des salariés sous peine d'amende de 750 € par salarié ou 1 500 € si c'est un mineur. Mais pourtant, depuis plusieurs années maintenant, on dit il faut légaliser le fait de pouvoir travailler le 1er mai pour ces deux professions notamment qui répondent à un besoin ce jour-là. Et c'est allé jusqu'au sommet de l'État. Écoutez. Il se trouve qu'il y a quand même des gens qui travaillent le 1er mai et que même ceux qui défendent le 1er mai sont souvent contents de pouvoir acheter du muguet chez les uns ou de la baguette chez les autres. Il faut donner de la sécurité juridique à ce jour. Et donc on ne peut pas continuer comme on l'a fait. Et donc pour les commerces alimentaires en particulier, tout particulièrement nos boulangeries, je ne veux pas qu'on reste dans une situation avec des contrôles, des redressements, de l'insécurité. Voilà, et puis ça c'était donc en janvier dernier. C'est assez clair. C'est très très clair. Et écoutez, c'était le 7 avril dernier, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Notre code du travail, il a un petit trou dans la raquette. Voilà, il faut qu'on le complète. Et je sais que donc, Ensemble pour la République, le parti dirigé par Gabriel Attal, va présenter une proposition de loi qui va permettre de régulariser cette situation. J'y serai bien sûr favorable. Et voilà, on a l'impression que tout est réglé, que tout est clair et que tout va s'arranger. Pas du tout. Depuis hier soir, on le sait, il n'y aura pas de loi étendant le travail du 1er mai. Et cette affaire n'est pas anecdotique, parce que d'une certaine façon, elle révèle plusieurs maux de la société et de la politique française aujourd'hui. D'abord, et je veux résumer, c'est une comédie parlementaire face à un gouvernement faible et une gauche archaïque. Vous avez les trois éléments. D'abord, les postures parlementaires pathétiques auxquelles on est désormais habitué. Face aux amendements en série, aux volontés d'obstruction de l'opposition de gauche, Gabriel Attal, auteur de cette proposition de loi, et ses amis utilisent à leur tour un procédé qui accélère l'examen du texte. On peut le juger cavalier. Au passage, en plus, au lieu de limiter aux boulangers, aux fleuristes, il élargit aux chocolatiers, aux pâtissiers, aux glaciers, aux bouchers, aux ventes de fruits et légumes, au cinéma et au théâtre. En contrepartie, les salariés sur la base du volontariat seraient payés le double. Des manœuvres à tous les étages. Alors, ça provoque un tollé chez les syndicats et une menace de motion de censure au motif qu'on saboterait le droit du travail. Une loi mal embouchée qui gêne un gouvernement qui ne tient déjà qu'à un fil. Qu'importe si les promoteurs de cette loi, parce que ça avait commencé aussi par une proposition de loi au Sénat en juillet dernier, c'est une vieille histoire, ils affirment que ça ne concernerait que 400 000 personnes et qu'il n'est pas question de remettre en cause la philosophie du 1er mai. Eh bien donc, hier soir, ordre de Matignon, en arrière toute. On reporte au calendrier grec et on calme le jeu. Explication du Premier ministre cet après-midi. Le renvoi par décret a créé un doute et une peur qui fait que l'ensemble des syndicats de ce pays ont saisi le Premier ministre et le gouvernement et le ministre du Travail. Alors après, il y a une culture politique qu'il faut assumer. Est-ce que lorsque toutes les organisations syndicales du pays vous écrivent, est-ce qu'il faut les envoyer promener ou est-ce qu'il faut les écouter ? Voilà, on comprend le sous-texte. C'est la méthode Attal qui a mis le feu aux poudres. Moi, je suis pour le dialogue et je veux pas de crise avec les syndicats. Règlement de compte à hockey choral dans le bloc central au passage, c'est pas très important, mais enfin, c'est pas réjouissant. Conclusion, la première, la plus évidente, il ne se passera plus rien d'important d'ici la prochaine présidentielle en France. Tandis que le monde continuera de bouger, notre pays restera paralysé sur certaines questions essentielles. Et Sébastien Lecornu ne croyait pas à ces apparences. Il est lucide là-dessus. Et il confie à des proches, moi, je dois tenir la baraque. Pas provoquer de crise. Il faut tenir. Exactement. Deuxième conclusion plus inquiétante, le travail est toujours considéré en France comme une aliénation, alors que la revendication principale des Français porte sur le pouvoir d'achat. Et ce matin, c'est Nicolas Dufourcq, patron de la BPI, qui rappelait quelques vérités sur TF1.
les Français qui travaillent à plein temps ont un nombre d'heures par an qui est parmi les plus faibles d'Europe. Il ne faut pas oublier non plus que le 1er mai a été créé à un moment où il n'y avait pas de congés payés. Maintenant, il y a 5 semaines. Bon, 2-3 petites choses quand même sur le rapport au travail. Et face à ce constat implacable qui fait qu'il avait même précisé qu'on était parmi les pays à l'intérieur de l'Europe qui travaillaient le moins, je vais vous dire, je suis assez inquiète parce que je ne vois pas comment cela changera d'ici l'élection présidentielle et peut-être même après l'élection présidentielle. Certains avaient dit qu'il ne se passera plus rien d'important avant l'élection présidentielle tant ce gouvernement, cette majorité sont fragiles. François. Oui, je partage tout à fait votre conclusion sur le fait que rien d'important ne se passera. Au fond, ce que ce gouvernement fait de mieux, c'est de ne rien faire. Mais c'est ce qu'on attend de lui. Ne lui jetons pas la pierre. Sur le 1er mai, je vais me mettre un peu à votre gauche. Allez-y. Parce que... Déjà qu'hier, vous nous disiez qu'il va falloir travailler beaucoup moins. Non, je disais, on va travailler beaucoup. Il n'y a pas d'IA dans les boulangeries. Mais non, ce que je veux dire, c'est que qu'un jour par an, on puisse pas acheter des trucs. Moi, ça me choque pas. Voilà, on fait autre chose qu'acheter des trucs. Quand Madame Binet dit le 1er mai, c'est le résultat des conquêtes sociales du 19e siècle et c'est la fête du travail, ça me parle quand même. Enfin, c'est pas un argument qu'on peut balancer comme ça. J'ai beaucoup d'estime pour Nicolas Dufourcq. Je pense comme lui que les Français ne travaillent pas assez, mais ça se joue pas avec un jour de congé. Ça se joue avec le nombre d'années de travail dans la vie et avec le nombre de gens au travail. La proportion de Français actifs. C'est ça le sujet du travail en France, à mon sens. Et alors, pour revenir à cette affaire qui nous occupe, au fond, tout ça pour dire que on ne peut pas traiter cette question sans les syndicats. Voilà, on ne peut pas. Donc si on décide de la traiter, et si on fait une loi, parce qu'il faut bien que le pays fonctionne quand même, il vaut mieux qu'elle soit cohérente, qu'elle ait pas de trous, etc. Mais à ce moment-là, on va chercher dès le début les syndicats, et on travaille avec eux dès le début. On ne fait pas mine de les associer tardivement pour finalement reculer et donner le sentiment que rien n'est possible, alors que avec probablement davantage de concertation en amont, on aurait peut-être pu trouver des solutions plus rationnelles. Je précise juste que moi je parle des boulangers et des fleuristes, et cette question des boulangers et des fleuristes, elle est évidente, et je parlais pas des autres, et justement le fait qu'il est dans la proposition de loi un élargissement à d'autres professions a été dérangeant et fait partie des maladresses qui ont fait que ce tollé a existé. Mais sur les boulangers et les fleuristes, c'est une histoire vieille ça fait des années que ça dure. Emmanuel Macron s'en emparait. Exactement. Donc ça avait l'air d'être... Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, sur les Champs-Élysées, qui disait sur le trottoir de gauche c'est ouvert, sur le trottoir de droite, ça fait 20 ans. Exactement. Donc en fait, c'était une forme d'évidence qui était juste de régulariser quelque chose qui existe, mais qui peut être, des boulangers qui utiliseraient un salarié peuvent recevoir des amendes gigantesques au bout de plusieurs années. Il y a eu des rappels d'amendes pour un boulanger de Vendée il y a quelques années, ça a fait une tempête. Voilà, l'idée c'était de partir sur quelque chose de très simple, de régulariser quelque chose qui était une réalité. Après, il y a des maladresses qui s'enchaînent, des situations qui s'enchaînent, de la politique aérie, de l'archaïsme, c'est ce que je vous dis, c'est un ensemble de petits facteurs qui font que c'est un fiasco. Mais sur le fond, c'est sans doute un vrai débat. Est-ce que c'est vrai, la consommation, la surconsommation doit être l'alpha et l'oméga? Abnous. Juste très rapidement, moi, comme d'habitude, je suis toujours là pour rappeler que moi, je mets toujours la liberté au-dessus. Et donc, 1er mai ou pas, si les fleuristes et les boulangers veulent travailler, je ne vois pas comment... Enfin, je trouve ça absolument absurde de pouvoir interdire, et que si on a un tel rapport tordu au travail en France, c'est peut-être le fait qu'on n'a pas encore compris ce que c'était vraiment la liberté. Et la deuxième chose, c'est que moi, je pense cet immobilisme de ce gouvernement, ce côté il se passera rien, il faut juste tenir, c'est ça qui va nourrir, mais vraiment à grande cuillère, les deux extrêmes qui, pendant ce temps-là, ont un terrain extraordinaire pour pouvoir aboyer. On parlait de consommation. François, votre parti pris économique, le très exclusif nouveau modèle de Rolls. Attention, nous entrons dans un univers parallèle. Oui, moi qui défendais les jours où après tout on n'achète rien, me voilà à contre-emploi. Et Rolls, vous l'avez dit, cette célèbre marque automobile britannique, en réalité allemande, elle appartient à BMW, annonce fabriquer 100 voitures uniques, ultra personnalisée, destinée à 100 clients richissimes dans le monde. 100, pas plus. Pas une de plus. Prix de vente entre 5 et 30 millions d'euros
pièce. Attendez. Pour une 2 places. Pour une 2 places. Faut répéter les choses parce que là, effectivement, on est dans la 5. Donc entre 5 et 30 millions d'euros pour une voiture. Pour une voiture à 2 places. Hein. Donc ça fait 15 millions la place. Alors je vois que vous êtes tenté, pas la peine de vous précipiter parce que pour l'acheter un 1er mai. Ça ne fonctionne que sur invitation. C'est Rolls qui va vous contacter si Rolls estime que vous êtes susceptible d'être intéressé et susceptible d'avoir les moyens évidemment de payer une Bien de telle... recevoir le coup de fil. Tout est Je peux possible. rentrer En avec fait. vous après l'émission. C'est la personnalisation de la voiture hein, qui est le cœur du sujet. Tout est possible à partir d'un châssis et d'un moteur électrique qui est le plus évolué de la marque. Rolls a même mis sur pied un département spécifique dans l'entreprise qui est chargé d'assister les clients dans leur personnalisation. Et le problème est tellement exclusif que Rolls, qui est devant un client saoudien qui en voulait 2 parce qu'il ne pouvait pas se décider entre les couleurs, il y a des gens qui ont bien des problèmes, eh bien, le Rolls lui a dit non, c'est juste une seule. Donc, il a une seule par famille. Oui, une seule. Ou par personne. En fait, Rolls ne fait jamais que poursuivre et développer une tendance récente dans le monde de l'hyperluxe automobile, c'est la personnalisation. Et Ferrari s'était lancé dans cette voie aussi il y a déjà plusieurs années, en facturant à des prix considérables des petits changements sur ses modèles. C'est une touche de peinture, un matériau, etc. Et au point, c'est le Financial Times qui nous l'apprend, que les profits tirés de la personnalisation des véhicules représentent plusieurs centaines de millions d'euros par an, c'est-à-dire le tiers des bénéfices de la marque au cheval noir. Vous voyez, donc c'est tout à fait considérable. Bentley, qui appartient à Volkswagen, a également fait la même chose, alors qu'il y a 20 ans, même pour ces voitures d'exception, on pouvait choisir la couleur de la carrosserie, le tissu des sièges et éventuellement le revêtement du tableau de bord. C'est très différent. Désormais, tout est possible. Je vous donne quelques exemples. Pour satisfaire un client, McLaren a détaché une équipe dans les Alpes suisses afin d'identifier la couleur exacte de la neige au lever du soleil. C'est le quotidien britannique qui nous raconte ça encore. Un ingénieur de Bentley est allé chez le client pour se faire peindre sur les ongles la couleur souhaitée et il est rentré à l'usine avec les mains peintes de façon à avoir exactement la bonne teinte. Un autre client de Bentley a voulu que l'intérieur de sa berline soit réalisé avec du bois de sa propre forêt. 2 millions d'euros. Donc vous voyez que ça alimente les marges. Chez Ferrari, c'est un autre client, patron lui-même d'une entreprise de la tech américaine, qui s'est lancé dans des études d'aérodynamique pour dessiner sa propre voiture et la faire fabriquer par Ferrari. Cette nouvelle tendance, elle en dit long sur l'évolution du marché du luxe qui est en train de se segmenter en fait entre le luxe tout court et le super luxe. Et on le voit dans la maroquinerie et les vêtements. Vous avez d'un côté LVMH, luxe tout court, dont le cours de bourse a quand même perdu 50% depuis 3 ans, alors que de l'autre côté, Hermès, qui est positionné plus haut, lui, a limité la baisse aux alentours de 10%. On le voit aussi sur l'immobilier, où vous avez des propriétés d'exception dont les prix flambent et qui s'arrachent en quelques heures, alors que, évidemment, on pourrait se dire, l'immobilier de luxe, il est sujet à justement, à un marché beaucoup plus difficile. Donc, la réalité, c'est que, à l'origine de cette distinction, il y a probablement une séparation à l'intérieur de la catégorie des personnes fortunées, entre les super fortunés, qui ont un mode de vie à part, et qui ne veulent pas être confondus avec les simples riches, en quelque sorte. La malheureuse condition des simples riches. Comme quoi, il y a quand même cette idée de ce besoin, humain, et de se singulariser. Bien sûr. C'est parce que là, on a quand même réussi. Je veux dire, la démocratisation. C'est une pathologie. La démocratisation a permis à tout le monde de pouvoir voyager, à tout le monde d'avoir des bagages. Vous voyez, tout le monde n'avait pas accès rien qu'aux bagages. On a tendance à oublier ça. Pour avoir des bagages, fallait avoir les moyens de voyager. C'est quand même quelque chose de très nouveau. Et de plus en plus, vu que c'est la démocratisation qui provoque ça, c'est que forcément, comme tout le monde a accès à une voiture globalement, tout le monde a accès au voyage, tout le monde a accès à peu près à un appartement, vraiment, je veux dire globalement dans les pays démocratiques, il reste cette espèce de besoin de ceux qui veulent montrer que non. Eux, ils sont encore singuliers, ils sont dans des sommets inatteignables. Peut-être c'est pathologique, mais c'est surtout particulièrement humain. À mon avis, chez Néandertal, le premier qui allait sauter sur une colline pour la vue,
Les autres. Mais en fait, vous avez surtout que ça fait de la sécession à l'intérieur d'une société ça a toujours été comme ça. de plus en plus importante. Jusqu'ici, la société de consommation, vous avez en fait deux choses qui s'opposent. La tendance que vous décrivez, mais aussi le désir d'intégrer un club. Toujours. C'est-à-dire, j'ai ma Ferrari, autrement dit, je suis content qu'on voit que c'est une Ferrari. Mais ça aussi, et aujourd'hui, c'est pour cette toute petite partie, ils s'en foutent. Ils veulent justement la voiture qui ne se reconnaît pas. Le luxe maintenant se fait sans marque, sans marque ostensible, et qui n'appartient qu'à eux. Voilà. Abnous, votre parti pris international, Trump, il y a blasphème et blasphème, vous parlez de cette passe d'armes avec le pape Léon XIV. Et oui, là, ça va faire 2 soirs de suite que je parle de Léon XIV, ça va paraître bizarre, parce qu'il faut quand même avoir, alors là, Trump, vraiment, il a un culot, je pas trouvé d'autres mots que cosmique, hein, c'est facile, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Regardez cette image, c'était le 12 avril dernier, Trump publie cette image de lui-même, où vous voyez, robe blanche, l'une main sur la tête d'un malade qui irradie de lumière, l'autre main, cette lumière divine, il est entouré d'une infirmière, d'une femme qui prie, d'un vétéran, d'un soldat, la statue de la liberté, les avions de chasse, l'aigle, le drapeau, n'en jetez plus, il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination pour y voir un Jésus-Christ version MAGA. Le Messie serait de retour, on avait oublié de nous prévenir. Alors l'image va rester sur le réseau de Trump environ 13 heures et puis va finir par la supprimer en expliquant aux journalistes, on l'écoute. Well, it wasn't depiction, it was me, I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. Quasiment une action bénévole. Je ne sais même pas comment commenter ce commentaire. Donc, une autre pathologie. C'est délire. Alors oui, ce n'est pas la première fois que Trump a des bouffées messianiques. Souvenez-vous, c'était en mai 2025, quelques jours avant l'élection du nouveau pape. Il avait posté cette photo de lui en pape, provoquant évidemment l'indignation des évêques catholiques de New York. Le pape et puis Jésus, la progression, disons-le, est assez logique quand on suit la grammaire du narcissisme absolu. Moi, je trouve ça très cohérent jusque-là. Mais voilà, aujourd'hui, l'image postée retirée par Trump fait scandale jusque dans la base MAGA. D'abord parce que ça ne se fait pas, si je puis me permettre. D'autant plus que le ton monte entre le pape Léon XIV et Donald Trump, j'y reviendrai, et qu'en 2024, 55% des catholiques américains ont quand même voté pour Trump. Au point que le vice-président J.D. Vance, fervent catholique converti, est même intervenu pour calmer les choses. C'était sur Fox News. Voilà ce qu'il disait. Dans certains cas, il serait préférable que le Vatican s'en tienne aux questions de morale et qu'il laisse le président des États-Unis s'occuper de la politique publique américaine. Alors, si je puis me permettre, c'est la définition de la laïcité. Hein, c'est pas mal, comme quoi c'est toujours sympathique. Chacun à sa place et tout est pardonné. Le pape Léon XIV, alors pourquoi tout ça a commencé, ça prend des proportions, c'est que le samedi 11 avril, depuis la basilique Saint-Pierre, il s'est adressé aux dirigeants du monde entier, sans nommer personne, c'est la règle du Vatican, mais plus particulièrement à Trump, sans dire son nom, on l'écoute. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra. La vera forza si manifesta nel servire la vita. Alors là, évidemment, c'est assez clair. Ça a secoué la conscience de Trump qui a réagi illico. On l'écoute. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. Et là où vraiment, là je vais crier au génie, c'est que juste après sur True Social, voilà ce qu'écrit Donald Trump, il ne figurait, en parlant du pape, sur aucune liste pour devenir pape et n'a été placé là que parce qu'il était américain, parce que les cardinaux pensaient que ce serait la meilleure façon de traiter avec le président Donald Trump. Donc lui-même. Là, moi je sais pas, moi j'en appelle au génie. Le Saint-Esprit a choisi le pape pour faire plaisir à Trump, c'est fabuleux. Alors, on pourrait dire de quoi tout cela est-il le nom, le choc des pouvoirs, le temporel contre le spirituel, la crosse contre le glaive, le grand classique. Et figurez-vous qu'un responsable de l'administration américaine est allé jusqu'à évoquer les papes d'Avignon. Là, j'avoue, j'ai été abasourdi par tant de finesse et de références historiques en disant, bah oui, c'était une période au XIVe siècle où la royauté a mis au pas le pape. Genre, on va aller jusqu'au Vatican après le Groenland. Le Vatican, c'est parti. Alors, je crois surtout, moi, si vous me demandez mon avis à moi toute seule, c'est que je pense que ce n'est pas qu'il le trouve trop libéral, le pape Léon XIV. Ce que je pense, c'est que ce qui le dérange, c'est que le pape représente une vérité. Et que Trump, il veut être la seule
force morale qui existe, et il a besoin d'être ce seul porteur de la vérité depuis, parce que là il a compris le truc, l'attentat raté de juillet 2024, souvenez-vous, il en a réchappé de justesse, et ses soutiens évangéliques lui ont donné le ton, c'est qu'ils ont décrit le moment comme une preuve de protection divine, et la balle qui l'effleure seulement à l'oreille comme un signe du ciel. L'homme a été sauvé par Dieu pour qu'il puisse sauver l'Amérique. Et c'est là où tout ce récit s'est mis en place. Donc, pour Trump, c'est pas une métaphore, cette histoire, c'est un programme politique, et c'est ça qui lui permet d'aller chercher les foules. Alors, quand un pape, même s'il représente 1,4 milliard de croyants dans le monde, dit à cette démonstration de force, ce qu'entend Trump, c'est quelqu'un ose me contredire et revendiquer ma place de Messie qui dit la seule vérité. Moi, je pense que c'est cette... parce que, en réalité, le pape, comme personne peut faire infléchir Trump. Hein. C'est juste, ça permet cette séquence de voir ce que Trump pense et de se dire que voilà, cette donc histoire... Vous pensez que plus que le message et la critique de Léon XIV, c'est la position même de Léon XIV qui suscite cette... Mais oui, il est jaloux. C'est quand même quelqu'un... C'est plus que la compétition, c'est qu'il a décidé d'être le seul représentant de la vérité. Et c'est pas innocent de poster cette image-là. Quand vous voyez cette image-là, il faut quand même être débile, il faudrait voir un médecin de la Croix-Rouge. Clairement, on voit quand même un nouveau Messie, Jésus réincarné. Enfin, si le pape Léon XIV avait dit, il y a une politique formidable de tenter... Ouais, il aurait dit, oui, il m'aime bien, c'est un bon copain, on joue au golf. Voilà ce qu'il aurait dit. Donc moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a vraiment, parce que je pense que tout ça est très calculé, mais j'ai quand même un peu des suées d'angoisse en me disant que peut-être que Trump se prend vraiment pour le Messie. Et là, ça commence à devenir sérieusement inquiétant. Eh bien, merci. Merci à vous trois pour vos partis pris.